Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la cryptographie symétrique et aujourd'hui on va parler du mode ECB et une attaque possible dessus. Alors d'abord on va revoir ce que c'est le mode ECB, on en avait un peu parlé dans la vidéo sur le bit flipping. Ensuite on parlera de l'attaque concrète, du scénario de l'attaque et enfin on verra quelques exos pour s'entraîner. Alors, le mode ECB, c'est un mode de chiffrement de cryptographie symétrique. Alors, pour rappel, la cryptographie symétrique, on va chiffrer un message ou de la donnée, en fait, des octets, avec une clé, et c'est cette même clé qui va être utilisée pour déchiffrer cette donnée. Euh, et les algorithmes de cryptographie symétrique, comme AES, vont chiffrer des blocs de données. Pour AES, ça va être des blocs de 16 octets. Donc ils vont chiffrer un bloc de 16 octets qui va passer dans l'algorithme de chiffrement et il va ressortir un bloc de 16 octets. Ça, c'est la manière dont fonctionne AES. Pour enchaîner le chiffrement de plusieurs blocs de 16 octets, une des manières, c'est le mode ECB, ça veut dire Electronic Code Book, c'est de chiffrer indépendamment chacun des blocs. En fait, on découpe notre donnée en blocs de 16 octets et on chiffre indépendamment chacun des blocs. C'est exactement ce qui est représenté là sur le schéma. J'ai mon premier bloc de données ici, de plain text. Je le passe dans la fonction de chiffrement, il me sort le premier bloc du ciphertext. Et le deuxième, c'est pareil. Et on voit que tout est indépendant. Donc c'est le mode le plus simple à comprendre. Mais, c'est le plus simple, mais il a aussi des avantages, dans le sens où, déjà, on peut paralléliser le chiffrement ou le déchiffrement. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire, par exemple, dans un exemple où on a un texte, un élément à chiffrer qui fait comme ça trois blocs de données, on peut chiffrer les trois blocs en même temps, puisque les trois sont indépendants, on peut se permettre de les chiffrer en même temps et à la fin de reconstituer dans l'ordre le texte chiffré. Ça permet de gagner du temps. Deuxième avantage aussi, c'est que si on a besoin d'une seule petite partie d'un seul bloc, par exemple, sur tous les blocs de données, on peut déchiffrer ou chiffrer uniquement ce bloc. Admettons que je dois chiffrer en fait le plain text, mais qu'en réalité j'ai besoin que du ciphertext du deuxième bloc en fait, et ben je peux ne chiffrer que le plain text 2, comme ça, le deuxième bloc du plain text, et ça me donne le deuxième bloc du ciphertext. Comme tous les blocs sont indépendants, je peux me permettre de uniquement faire l'opération sur les blocs qui m'intéressent. Contrairement à d'autres modes, comme le mode CBC qu'on a vu sur la vidéo d'avant, enfin la vidéo sur le bit flipping, où les blocs sont pas indépendants, ce qui empêche la parallélisation et aussi ce qui empêche le fait de ne chiffrer ou déchiffrer que le bloc qui nous intéresse. Ici c'est le cas, on peut le faire, ça c'est un gros avantage. L'inconvénient du mode ECB, c'est que puisque tous les blocs sont indépendants, vu que la fonction de chiffrement ici est déterministe, c'est-à-dire que si on lui donne les mêmes entrées que sur le plaintext et la clé, avec le même algorithme, ça va nous produire la même sortie ici. Et c'est pareil dans l'autre sens, hein. Si on lui produit le même ciphertext avec la même clé, qu'on considère cette fois-ci la boîte qui correspond au déchiffrement, ça va nous donner la même sortie. L'inconvénient, c'est que pour le coup, si dans mon plaintext j'ai deux blocs identiques de 16 octets, eh bien, les blocs chiffrés correspondants seront identiques également. Admettons, dans le texte ici, j'ai ce bloc-là et ce bloc-là qui s'avèrent être les mêmes. Eh bien, quand je vais les chiffrer, on le verra, parce que ce bloc-là et ce bloc-là seront identiques. Et ça, c'est un gros inconvénient, parce que pour le coup, ça donne un peu des informations. Donc, on peut passer sur un exemple réel, enfin, un exemple concret visuel. Si on prend la photo d'une montagne, comme ça, qui va être notre image originale et qu'on va vouloir chiffrer. Si on choisit le mode ECB, on aurait ce résultat-là, parce que on peut
s'imaginer que par exemple ce bloc-là de couleur ici, ce sont que des blocs de couleur d'un certain bleu qui vont être retrouvés ici, mais que le bloc qui est juste en dessous, bah, il va être identique parce que ça va être le même bleu, etc. Et que pour le coup, on retrouve toute cette partie-là qui va correspondre à la même couleur, parce que toute cette partie-là, c'est à peu près le même bleu. On voit qu'il y a une petite séparation bleu. Pour là, c'est la partie d'en dessous, c'est la même couleur, donc on retrouve la même couleur là, et au final, on retrouve en fait la forme générale de l'image. Parce que, à cause du fait que le mode ECB chiffre deux blocs identiques, va les chiffrer de la même manière. Là où en mode CBC ou en autre mode qui n'a pas cette propriété de l'ECB, va complètement brouiller et effacer en fait la forme de l'image. Puisque chaque bloc va dépendre du bloc précédent, au final, deux blocs identiques ne vont pas être chiffrés de la même manière. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient du mode ECB quand même. C'est qu'on a beau avoir chiffré notre montagne, on la chiffre, finalement, on voit quand même que c'est une montagne. Alors, nous, on va voir là le scénario de l'attaque en elle-même, donc de l'ECB Oracle. Donc on imagine qu'on a un attaquant, ici, qui va envoyer de la donnée à un serveur. Alors la donnée, ça va être des octets, ça va pas être des montagnes, mais ça va être à peu près... enfin voilà, c'est de la donnée, il envoie de la donnée au serveur. Et le serveur va lui répondre en chiffrant la concaténation de la donnée qui est envoyée par l'attaquant et d'un secret. Donc en fait, le serveur ajoute à la donnée, il colle juste après un secret, et il chiffre tout ça avec une clé que seul le serveur a et que l'attaquant n'a pas, et il renvoie tout ça à l'attaquant. Et il le chiffre en ECB. Ça, je l'ai pas précisé, spécifié, mais bon, comme c'est un peu le sujet de la vidéo, je pense sans doute, il va le chiffrer avec le mode ECB. Et l'attaquant, il reçoit ça. Lui, ce qu'il aimerait bien faire, c'est retrouver le secret ici. Étant donné qu'il n'a pas la clé, il ne peut pas déchiffrer ce que le serveur lui renvoie. Mais il va pouvoir s'en sortir quand même. L'idée, en fait, donc là je vous ai mis 3 slides qui sont un peu pas très belles, mais je vais essayer d'expliquer. On va voir le principe de l'attaque. Alors on va considérer que le secret, c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Il y a 31 octets là-dedans. Voilà, ça l'attaquant ne le connaît pas, c'est ce qu'il veut retrouver. Moi je l'ai noté, quand même pour qu'on puisse voir visuellement ce qui va se passer. Alors on va déchiffrer en fait octet par octet, bloc par bloc. C'est-à-dire que, imaginons que notre secret il soit situé sur plusieurs blocs de ces octets. On va d'abord traiter un bloc, puis le suivant. Et dans chaque bloc, on va traiter les octets un par un. Donc si je veux brute force, en fait, parce que ça va être du brute force, si je veux retrouver le premier octet du premier bloc, c'est-à-dire le F, en gros. Quand je parle du premier bloc, c'est du premier bloc du secret. Donc là, ça va du F jusqu'au R, ça nous fait un bloc. Non, pardon. Du F jusqu'au E, ça nous fait un bloc ici. Et à partir du T à la collate fermante plus un caractère, ça nous fait un deuxième bloc. Donc moi, je vais commencer par retrouver le F. Donc ce que va envoyer l'attaquant, ça va être 15 caractères. Par exemple 15 A minuscules, il va envoyer ça à l'attaquant. Au serveur, pardon. Le serveur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concaténer les 15 A avec son secret à lui. C'est ça. Donc on y va, il concatène. Et en fait, l'intérêt d'en avoir mis 15, c'est qu'il manque un caractère pour faire un bloc. Bah, ce caractère-là, il vient, ça va être le premier caractère du secret. Comme ça a été concaténé, au final, ce que le serveur va chiffrer, ça va être les 15 A plus flag I love symmetric crypto. Donc finalement, le premier bloc chiffré, ça va être 15A plus le F. Mais ça, le F, l'attaquant ne sait pas que c'est un F. Et ensuite, il va chiffrer ce bloc-là, et ensuite, il va chiffrer ce bloc-là. Ref premier bloc, ça veut dire qu'on va prendre en référence le premier bloc ici.
le résultat du chiffré ici, on va le retenir parce que toutes les autres opérations qu'on va faire après pour cette position, on va comparer en fait à ce bloc-là. Donc, pour résumer, on envoie 15 A minuscules, ou 15 caractères, quoi. Plus, bah c'est tout, on envoie ça. Le serveur va concaténer le secret, et dans notre exemple, le premier octet du secret va aller rejoindre les 15A dans le premier bloc. Ici, ça va être le F minuscule. Et nous, on va vouloir retrouver, on va récupérer le chiffré du F, en fait, c'est les 16 premiers octets de la réponse que nous renvoie le serveur. D'accord? Le résultat de 16 octets de chiffrement, ça va être 16 octets qui vont être chiffrés en fait. Le résultat du chiffrement de 16 octets, c'est 16 octets. Et les 16 premiers octets que le serveur nous renverra, ce seront les 16 octets qui correspondront à ceci. Donc on va tout comparer par rapport au premier bloc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer 15A à notre serveur, plus un octet. Donc par exemple, on peut commencer par 15A plus A minuscule. On envoie. Lui, il va concaténer avec le flag, etc. Mais on s'en fiche, parce que nous, on aura envoyé finalement 16 octets. Donc un bloc entier. Il va chiffrer ce bloc entier, il va nous le renvoyer. Et on va pouvoir comparer avec le bloc qu'on a eu ici. Si c'est pas les mêmes, eh bien, on passe à la lettre suivante. Si on sait que c'est des lettres, on fait par exemple 15A avec un petit b. On envoie. On compare le premier bloc reçu par le résultat ici, c'est pas le bon, etc. Et en arrivant au F, on envoie 15A plus un F minuscule, on envoie, on récupère le premier bloc, donc les 16 premiers octets du résultat, et on va les comparer avec le bloc qu'on a ici, et on voit que ça match. Le chiffré qu'on avait reçu au début et le chiffré qu'on a reçu des 15A plus le F sont les mêmes. Ça veut donc dire que notre premier octet, c'était bien un F minuscule. D'accord? Et on va faire ça tout simplement pour toutes les autres positions. Pour la position numéro 2, du coup, j'ai pas fait les 16, hein, mais voilà, je vous montre juste pour la deuxième. Pour la deuxième position, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, on va envoyer 14A. Alors là, l'octet ou la lettre qu'on va vouloir brute force, l'octet, ça va être le L minuscule. Ça, on ne la connaît toujours pas, mais c'est ce qu'on va essayer de chercher. Donc on va envoyer cette fois-ci 14A. Il va donc nous manquer 2A pour compléter un bloc de 16 octets. Donc quand j'envoie ça, ça va être concaténé au flag qu'il y a ici. Et donc comme il me manquait 2 octets ici, bah, ça va être les 2 premiers octets du flag. Le F, qu'on connaît déjà, et le L, qu'on ne connaît pas encore. Donc on envoie ça, on récupère ça. Tout le reste ici, on s'en fiche pour l'instant, parce que bah, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Et nous, on récupère toujours pareil, le premier bloc. Donc on récupère le chiffré de 14A plus F qu'on connaît déjà, plus un truc qu'on ne connaît pas. Donc ça, on le stocke, enfin voilà, on le retient, et on va faire la même chose. Maintenant, on va envoyer 14A, suivi du F. Pourquoi F? Parce que c'est le premier caractère du flag qu'on sait, qu'on connaît, plus tous les octets possibles. En fait, on sait que notre premier bloc, c'est le chiffré de 14A plus F. On sait qu'il y a le F parce que c'est le premier caractère qu'on a brute force. Et il nous manque le caractère qui suit, donc on va le brute force. On va essayer par exemple 14A, petit f, et en A. Ça va nous faire 16 octets. On envoie, on reçoit la réponse, et on compare comme avant. On voit que c'est pas bon, donc on envoie avec un P. Et lorsqu'on sera arrivé au L minuscule, on envoie 14A, petit f, ça nous fait 15 octets, plus le petit L, ça nous fait 16 octets. On envoie ça au serveur, on récupère le premier bloc chiffré, on le compare avec le bloc qu'on avait reçu avant, c'est identique. Ça veut dire que le petit L était la bonne réponse. Et donc on a le deuxième octet du flag. Pour avoir le troisième octet, donc pour avoir le petit A en fait qu'il y a là, ça va être la même chose. Hein. On va envoyer 13A cette fois-ci pour pouvoir
remplir notre premier bloc de 13A, FL qu'on connaît déjà et le A qu'on ne connaît pas encore. Et puis quand on enverra les caractères, ce sera 13A, FL, et ensuite mon brute force aura le dernier caractère. Pour le deuxième bloc maintenant, et on imagine que maintenant j'ai terminé de récupérer tout le premier bloc, et donc je veux déchiffrer en fait le deuxième bloc du flag. Donc on s'imagine que je connais déjà, on a fait toutes les étapes d'avant, qu'on a adapté pour toutes les positions. Une petite subtilité pour le dernier octet d'un bloc. Donc on imagine que je connais flag, I love, sim. Voilà, je connais jusqu'au E et la partir du T, je le connais pas. D'accord? Donc je connais les 16 premiers octets et je veux déchiffrer à partir du deuxième bloc, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 15A pour le premier octet du deuxième bloc, j'envoie 15A. Comme avant. Je reçois la réponse. Je reçois... par contre, si je me suis trompé, c'est un petit f, hein, c'est pas un petit l. C'est le petit f ici. Donc je reçois ça. Hop, et cette fois-ci, le bloc que je vais retenir, ça va être celui-là. Parce que c'est là-dedans qu'il y a l'octet que je veux brute force. Donc je vais retenir ce bloc-là, qui commence à L, A, G, etc. avec le petit t ici qui s'est mis. C'est la raison pour laquelle on a envoyé 15A, comme ça on décale tout. Et on a le premier bloc, le premier octet du deuxième bloc ici, qui va passer dans ce bloc-là. Donc ça, je le retiens. Et je brute force en envoyant le début du bloc que je connais, là, les 15 premiers octets, je les connais, donc je les envoie. Ensuite, je brute force tous les caractères. J'envoie donc ce bloc de 16 octets, c'est-à-dire les 15 que je connais plus l'octet qui va changer, qui va correspondre en fait à tous les octets que je vais parcourir. Ça va constituer mes 16 premiers octets de mon input. Je récupère le premier bloc de la réponse et je compare par rapport au bloc ici que j'ai retenu. Jusqu'à la lettre petit t. À la lettre petit t, j'aurai le premier bloc de la réponse de mes brute force là, qui va être égal au bloc ici de référence. Et donc j'aurai le petit t qui sera l'octet correct. Pour brute force, le petit r ici, qui est la lettre qui suit, ou le caractère qui suit, on envoie 14A, ça décale, ça met le F et le L ici, le R il passe là, et on fait la même chose, etc. J'espère que c'est clair. De toute façon, on va faire un petit exemple, parce qu'on va passer à des exos. Alors, les exos, on va d'abord faire sur GitHub, où je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et je vais vous coder, on va coder ensemble l'algorithme. Donc sur mon GitHub, vous avez le Docker Compose que j'ai déjà récupéré et que j'ai déjà lancé. Vous faites un Docker Compose up-d dans le répertoire, vous allez récupérer le fichier. Il y a le serveur.py, c'est le code du serveur qui tourne. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va créer une clé aléatoire de 32 octets que nous en tant qu'attaquant on ne connaîtra pas. On va créer notre objet pour chiffrer avec la clé en mode ECB. Hop, faut toujours avoir par ça. On récupère l'entrée utilisateur. On la décode en hexadécimal, comme ça on sait qu'il attend de l'hexadécimal. Il va falloir lui envoyer des données en hexadécimal. Si ça marche pas, eh bien on dit que en fait on ferme la connexion. S'il n'a pas réussi à lire, on ferme la connexion. Et sinon, on va faire un user input, donc l'entrée hexadécimale qu'on a mise, plus le flag. Il chiffre tout ça et il nous envoie tout ça en hexadécimal. Donc on y va. Et petite chose à noter aussi, c'est que le serveur là va accepter des messages vides. On le voit ici, il acceptera les messages vides. Alors je vais lancer. Donc il y a mon Docker qui est en train de tourner, hein, Docker. Hop. Donc on voit que voilà, hop, 24 minutes, Python serveur.py, il est sur le port 8000.
Donc à partir de là, j'ai juste à faire un nc localhost 8000, j'ai mon petit message de bienvenue, je peux envoyer de l'hexadécimal. Hop, ça c'est de l'hexadécimal, et il me répond par la concaténation de ça, qu'il a décodé en fait, il a décodé de l'hexade, il a pris l'octet DE, puis l'octet AD, puis l'octet BE et EF, il a fait suivre ça des octets de mon flag, il a tout chiffré et il m'envoie. Mais du coup, ce que je veux montrer, c'est qu'il accepte aussi les messages vides. Et ça, c'est assez cool, vous voyez. Ça, pas dans tous les changes, enfin pas tous les changes n'acceptent les messages vides, donc il va falloir adapter un peu la stratégie. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une subtilité pour les derniers octets des blocs. Alors ici, vu que ça accepte les messages vides, on va le coder tel quel. Donc on y va, on prend, donc ça c'est le Docker Compose, hein. Hop, et on y va. Alors on commence par importer from pawn import étoile. Alors on va faire déjà une fonction non, déjà on va créer notre connexion. Donc remote, donc on est en localhost sur le port 8000. Ok. On va créer une fonction pour envoyer et recevoir de la donnée, en fait, pour simplement chiffrer. Donc on va l'appeler get encrypted. Ça prend un plain text, qui est un objet de type byte array. Voilà, c'est pas obligé de typer les variables dans les fonctions, mais c'est quand même bien de le faire pour savoir ce qu'on fait. Okay. Donc c'est une fonction qui va prendre un byte array en entrée, qui va ressortir un byte array. Byte array, c'est un tableau, en fait, c'est un tableau de nombres, un tableau d'octets qui peut être manipulé comme des nombres en fait. C'est pratique. Donc on va envoyer ce plain ici. Donc io.sendLine et after, parce que on a vu que voilà, il fallait envoyer après les 3 chevrons espace, dans un espace ici. SendLine after ça, donc après avoir reçu ça, en fait, on va tout simplement envoyer plain.x parce qu'on va l'encoder en hexadécimal, ça va nous sortir une chaîne de caractères, .encode, pour envoyer les octets correspondants. Donc par exemple, si on prend l'exemple de deadbeef et qu'on a des BE, EF, le point X, ça va nous donner DE, AD, BE, EF en chaîne de caractères. Et vu que on envoie des octets, eh bien on va encoder tout ça en mettant voilà. En fait, ça va simplement prendre la chaîne hexadécimale et la considérer comme des octets, tout simplement. Et on va récupérer la réponse. Donc, on va faire io.recvLine. Il nous renvoie quoi? Il nous renvoie des octets. Je crois que c'est écrit là, voilà, bytes. On va faire un point décode pour retrouver une chaîne de caractères. Point strip pour récupérer, pour enlever tous les espaces, tous les retours à ligne qu'il pourrait y avoir autour, on sait jamais. Et ça, il nous renvoie des octets, de l'hexadécimal. Et nous, on aimerait bien avoir de nouveau un byte array. Donc ça va être notre réponse. On va retourner byte array.fromx, il y a un truc qui s'appelle fromx. Et fromx, create a byte array object from a string of hexadecimal numbers. Voilà, donc typiquement, vous avez byte array fromx de ça. Donc ce qu'on recevra du serveur, en fait, ça va le transformer en ça. Et donc ça, c'est quand même pas mal. On voit qu'on a l'octet B9 qu'on retrouve ici.
0,1 qu'on retrouve là, EF qu'on retrouve là. Donc on va faire un make2i.formX de response. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va vouloir faire, ce serait quand même de connaître le nombre de blocs qu'il y a dans dans le flag en fait. Le secret, il fait combien de blocs? C'est-à-dire combien de blocs il faut que je déchiffre. Pour ça, c'est pas très compliqué, on envoie un message vide. Si on envoie un message vide, eh bien il va nous envoyer directement le chiffré du flag, le chiffré du secret en fait. Il va nous chiffrer le secret uniquement, et comme le nombre de blocs d'entrée va être égal au nombre de blocs de sortie, on aura juste à compter le nombre de blocs de 16 octets dans la réponse. Et comme ça, on connaîtra on saura sur combien de blocs est le flag. Donc on va faire une petite fonction def get nb blocks. Hop, 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 hop. Ça nous renvoie un int. Le nombre de blocs, ça va être un entier. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va envoyer rien. J'envoie rien, d'accord. Vu que j'ai envoyé rien, moi je récupère l'information, c'est des octets. Hein, voilà, l'information qui ressort là, ce sont des octets. Je divise ça par 16 pour avoir le nombre de blocs, puisque j'ai 16 octets par bloc. Et je retourne tout ça. Donc là, c'est évidemment si le serveur autorise qu'on n'envoie rien. Hein, j'aurais très bien pu dire qu'il impose au moins un octet d'envoyer. Dans ce cas, ce serait différent. Je fais le cas où il n'envoie rien. Parce que je ne vais quand même pas tout vous mâcher. Et puis, je vous laisserai réfléchir donc de la manière dont il faut s'y prendre pour gérer le cas où un serveur n'accepte pas qu'on lui envoie un message vide. Donc je vais récupérer du coup mon nombre de blocs. Ça va être égal à get nb blocks. Je peux l'afficher. On va faire un print nb blocks. On va regarder qui. Hop, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Clac. On va regarder ici python main.py. J'ai oublié un petit truc. En fait, c'est la longueur ici. Hop, voilà. On récupère la longueur du résultat et on la divise par 16. Et à mon avis, ça devrait être un petit peu mieux. On a 2 blocs à déchiffrer. Alors, petite information, dans ce cas-là, le secret, c'est pas le même que celui que j'ai mis dans la slide. Donc là, on a 2 blocs à déchiffrer. C'est-à-dire que là, quand j'ai envoyé mon message vide, en fait, j'ai effectivement 2 blocs de représentés. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais devoir déchiffrer les 2 blocs, parce que mon flag est codé sur 2 blocs. En fait, il fait entre 17 et 32 octets. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le bloc numéro 1? Je vais faire ça comme ça et après envoyer le petit à petit. Donc pour le bloc numéro 1, il va falloir que je parcours toutes les positions, de la position numéro 0 à la position numéro 15. Parce que en informatique on commence à 0, et du coup, for pose in range 16. Ça commence de 0 à 15. On va récupérer le chiffré de... Donc on va l'appeler... donc on va récupérer, le chiffré get encrypted. De quoi? Alors on va encoder des A, de A minuscule par exemple, fois combien? Donc pour la position numéro 0, c'est-à-dire pour le tout premier octet en fait, typiquement dans mon slide ce serait ici. Là j'ai mis premier octet, mais en fait c'est la position 0, j'envoie 15 A. Pour le deuxième octet, donc en position 1, j'envoie 14 A. Donc au final,
j'envoie 15 moins pause. Ah, parce que quand pause est égal à 0, j'en envoie 15. Donc 15 moins 0. Quand pause est égal à 1, j'en envoie 15 moins 1, donc 2, 1, etc. 14. Oula, j'ai y arrivé, 14. Quand pause est égal à 2, j'en enverrai 15 moins 2, donc 13, etc. Du coup, ça va m'envoyer. Donc, je vais envoyer 15A par exemple au tout début pour la position numéro 0. Et le bloc que je vais récupérer qui va être ma référence, on a dit, moi je vais garder que le bloc numéro 0. Donc, c'est-à-dire que ça va être bloc. C'est le bloc numéro 1. Tac, 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 tac. Attendez, mais en fait, du coup, ça va pas. Bloc x 16. Non, je suis con, c'est le bloc numéro 0. Pardon, bloc numéro 0. Bloc x 16. 2 points. Bloc plus 1 fois 16. En fait, ce qui se passe, donc je me suis trompé, c'est le bloc numéro 0, parce qu'on commence au bloc 0, de la même manière qu'on commence à la position 0. Donc, dans le cas où on va déchiffrer le tout premier bloc du secret. Donc, je vais chiffrer 15A pour la première position, et le bloc que je vais récupérer, c'est le tout premier bloc, donc 0 fois 16 jusqu'à 1 fois 16. Donc, en fait, je récupère les 16 premiers octets. Quand bloc sera égal à 1, je vais récupérer les 16 octets suivants. Donc du 17e au 32e, au 31e, etc. Non, au 32e. Ensuite, une fois que j'ai récupéré ma référence, que je vais d'ailleurs mettre dans une variable, je vais pouvoir brute force pour tous les octets. Donc for, par exemple, le byte in range 256. Ça va correspondre à tous les octets que je vais passer là-dedans. En gros, tous les octets que je vais passer ici. Juste après mes A, par exemple, hop, je vais mettre tous mes octets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? J'ai oublié un petit truc. Je vais définir une variable. Hop, voilà. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, la valeur qu'il va falloir que j'envoie, ça va être quoi? Ça va être decrypted. Alors, ça va, en fait, ça va correspondre à tous les octets. En fait, juste après là, les 15A, je vais y ajouter les octets du flag au fur et à mesure que je les trouve. Et donc, ce qui fait que les octets que je devrais envoyer ici, en gros, ces octets-là, ou alors ces octets-là, donc 14A plus F, ou ces octets-là, etc. En fait, ça va être à chaque fois la dernière tranche de 15 octets que je vais envoyer. Au début, j'aurai ma tranche de 15 octets, ça va être 15A. Pour le deuxième octet que je vais devoir brute force, ça va être une tranche de 14A plus mon flag, enfin plus mon F, donc je vais faire un petit exemple. Pour le bloc numéro... Merde, il est où? Il est là. 0, pause, numéro 0. En fait, ce que je vais envoyer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, plus un truc. Pour le bloc numéro 0, pause numéro 1, je vais envoyer 14A plus le premier caractère du flag. Admettons que c'est F, comme dans l'exemple précédent. Et donc, en fait, mon byte array, quand j'aurai trouvé le F, donc à cette étape-là, hein, je vais le rajouter à cette variable-là. Et du coup, je récupère la tranche de 15 octets
à la fin de Decrypted et ça va correspondre à ça, c'est-à-dire 14A et le F. Et ensuite, lorsque j'arriverai au deuxième, pour la position numéro 2, ça va être la même chose, hein. Je vais pas l'écrire, mais voilà, ça va être la même chose. Donc ça s'explique pourquoi je fais ça. Donc je récupère la tranche de 15 octets à la fin. C'est la manière dont je fais. Donc la tranche de 15 octets, c'est le numéro du bloc, donc bloc, fois 16. Pour le bloc numéro 0, ça me fait 0 plus pause jusqu'à la même chose. Mais bloc fois 16 plus position plus 15, comme ça fait la tranche de 15 octets. Ok, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un moins 15 de points, tout simplement. Je vais juste mettre ça en commentaire. Tout simplement, en fait, ça va être un moins 15 de points pour dire les moins 15, enfin les 15 derniers caractères. Plus notre octet que je parcours, donc byte, que je vais transformer en octet. 2 bytes. Voilà. Et ça va être la valeur qu'il va falloir que j'envoie. Donc tout send, ça va être ça. Donc c'est-à-dire, typiquement, ça va être, pour le premier cas, ça va être 15A plus un octet, par exemple l'octet 0. J'envoie. Ok. Donc j'envoie ça. Je fais un get encrypted de to send. Ok. Et je récupère toujours le premier bloc. À chaque fois, je récupère le premier bloc parce que je récupère le bloc que moi j'ai envoyé. Et le premier bloc qui me renvoie, ça correspond au premier bloc que moi je lui ai envoyé, à savoir cette valeur-là. Donc ça va être mon résultat. Et je vais comparer. If result est égal à ref, alors à decrypted, je vais y ajouter le byte. Et alors byte, c'est un nombre. Append, c'est une méthode sur une liste, normalement. Et bah, je peux lui ajouter un nombre, et en fait, ça va le traiter aussi comme un octet. Et une fois que j'ai ajouté ça ici, bah, c'est pas trop compliqué. Je peux par exemple faire un petit info pour log un petit peu ce qui se passe de decrypted. Euh... 15 de points. Point d'école pour l'avoir en chaîne. Alors 15 de points, cette fois-ci, c'est simplement parce que après les 15 octets ici, j'aurai mon flag qui va commencer à s'écrire. Après les 15 octets là, en gros, j'aurai F, L, A, G, etc. jusqu'à avoir tout le flag en fait. Donc moi je vais récupérer que ce flag, donc c'est pour ça que je prends à partir du 15e, enfin de la position 16 en fait. Enfin, la position 15, pardon, du coup du 16e caractère, mais de la position 15. Je sais pas si c'est très clair, de toute façon je vous invite à refaire un petit peu à le recoder, à essayer de décortiquer un peu, parce que... Alors du coup, hop, à la toute fin, bah, on va envoyer notre decrypted 15 de points, donc qui correspond au flag réel, sans les 15A du début. On décode, et évidemment, comme tout ce qui s'ouvre, on le referme. Voilà. Donc voilà mon script. N'hésitez pas à le relire
essayer de comprendre un peu ce qu'il fait. Là, j'ai fait ça du coup pour le bloc numéro 0. Ok, donc on va exécuter le script. Python main.py. Donc là, 2, hein, le nombre de blocs, et il commence déjà à me trouver des choses. Donc on a déjà le F ici. Le L, oui, j'ai dû commencer par FL A, G. Et alors là, il va donc me retrouver le premier bloc. Ok. Bon, on va l'arrêter parce que on va simplement faire. Nous, on sait qu'on a NB bloc à retrouver. Comme on a tout fait, l'avantage, qu'on a tout fait en fonction du numéro du bloc, on a simplement à boucler en disant for block in range NB blocks. Tout ça, hop, on va le mettre là-dedans. Et pour le reste, on peut recommencer. Alors on peut recommencer, on va le laisser tourner. En attendant, je vous rappelle que le serveur accepte les connexions, enfin accepte les messages vides sans rien. Et que le script que j'ai écrit ici en profite entre guillemets, puisqu'il va envoyer des messages sans rien. Un premier quand il va falloir récupérer le nombre de blocs, et à chaque fin de bloc, en fait, à chaque dernier octet du bloc, il envoie, quand pose est égal à 15, il va rien envoyer ici, parce qu'on aura 15, moins 15 ici, il va rien envoyer. Donc là on a le flag qui commence à arriver. En attendant, je vais aussi vous parler du coup sur TikTok. Vous avez dans la catégorie Challenge Symmetric Ciphers, vous avez le chal ECB Oracle. ECB Oracle, donc vous retrouvez en fait le schéma que j'ai mis juste avant dans la slide. Et en fait, c'est un peu le même principe. Il récupère votre plain text que vous lui envoyez en hexadécimal. Il va le concaténer enfin, il va y ajouter à la suite le flag et il va tout vous envoyer. En revanche, cette fois-ci, il n'accepte pas les plain text vides de mémoire. Si je fais un submit, j'ai rien en output. Et alors en plus de ça, ce qui est cool par contre, c'est que j'ai une manière ici de l'automatiser, parce que faire tout à la main, le brute force c'est un peu chiant. Donc je prends ça et on est sur slash encrypt slash AA par exemple, où on va remettre notre dead if et on a la réponse en hexadécimal. Donc ça c'est cool pour le programmer. Vous faites en Python, vous envoyez des requêtes avec ici la valeur que vous voulez chiffrer. Et puis vous recevez la réponse, et voilà. Après, en soi, la chose qui va changer, ça va être cette partie-là, ça va être la manière d'envoyer et de récupérer la réponse. Tout le reste, ça va être la même chose. J'ai vu que ça s'est terminé. Je dis que ça va être la même chose, pas tout à fait, parce que du coup, ça n'accepte pas les trucs vides. Voilà, ça n'accepte pas. Donc, il faut adapter le code pour que ça fonctionne sans envoyer de message vide. Alors on revient ici, on voit que ça a été terminé. Donc j'ai bien réussi à déchiffrer tous les octets et tous les blocs, et j'ai mon flag ici. D'accord, flag ECM mode is dangerous. Donc voilà. Donc je vous invite à reprendre le script ici. Vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel donc sur le chal de CryptoHack parce qu'il ne va pas accepter les blocs vides.
mais du coup, ça vous permet de comprendre un petit peu ce que ça fait, la gymnastique avec le décryptide. Et voilà. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions et que vous avez mon Discord, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message privé ou alors je suis aussi sur le serveur Discord d'Acute. Euh, je répondrai à toutes les questions dans la mesure du possible. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.